Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et nous sommes ravis de recevoir Madame Torgeman, ex-maire de Gentilly et vice-présidente de Paris Métropole. Alors vos questions ont été nombreuses et ont inspiré d'ailleurs, alors j'ai du mal à plus dire Madame la maire, donc Madame Torgeman, il faut que je m'habitue. Donc le maire, on l'a revu pour préparer cette conférence, il a des compétences multiples, que ce soit assurer les services de sa commune, de la petite enfance jusqu'au grand âge, le patrimoine communal, le budget, le logement, l'accès à la culture, aux animations, au commerce, et surtout, ce qu'on disait, très entre différents acteurs, au même titre qu'un chef d'entreprise. Il doit arbitrer entre différents acteurs, les citoyens eux-mêmes qui peuvent avoir d'ailleurs des contradictions. Par exemple, certains d'entre vous me disaient « on ne veut plus bétoniser », mais de l'autre, il y en a qui attendent des logements. Donc il y a des contradictions entre citoyens. Et arbitrer entre différents acteurs, notamment l'État qui impose des contraintes aux communes, et aussi ce qu'on appelle Paris Métropole. Donc Paris Métropole, c'est une intercommunalité qui impose des contraintes aux communes. Donc le maire doit pouvoir composer avec ces différents acteurs et ces différentes contraintes. Alors on va aborder plusieurs thèmes que vous nous avez soumis, qu'on a essayé de trier, notamment sur le rapport au pouvoir qui vous a inspiré. On parlera de la flamme et l'usure, parce que c'est une fonction très prenante. Et comment éviter l'usure, comment se préserver. La protection pour tenir, l'hygiène de vie. La protection, je dirais même physique, parce qu'un maire, il est à portée de baffe. L'expression populaire revient. Alors avant, c'était au sens figuré, maintenant ça devient au sens propre. Le poids de la décision où on est seul face à la décision, puisque c'est le maire qui va devoir assumer la décision face aux citoyens. Vous avez aussi beaucoup évoqué les questions de discrimination, notamment quand on est une femme, surtout, on se remet dans le contexte, Madame Torgeman est élue depuis 41 ans, donc elle a dû évidemment peut-être voir des évolutions, enfin on l'espère en tout cas, les discriminations quand on est une femme au pouvoir, et enfin on terminera par le management. Voilà, si tu veux me compléter avant. Effectivement, il y a plusieurs thèmes, et moi je vais être en quelque sorte le maître du temps. On voudra essayer de couvrir l'ensemble du spectre de vos questions. L'idée, c'est que cet échange va être très intéressant, très passionnant, et merci, Madame Torgeman, de vous prêter à cet échange. Écoutez, je vous remercie, c'est moi-même qui vous remercie, parce que je dois dire, mais je le dirai à la fin, que les questions que vous m'avez posées, en fait, j'y ai presque répondu d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que c'est des questions très pertinentes et qui sont exactement les questions qu'on peut se poser quand on est une mère femme dans cette société, dans le contexte politique de cette société, dans le contexte social. Et donc, félicitations à vous toutes et tous. Alors, je répondrai aux premières questions qui m'ont été posées de la façon suivante. Gentilly, c'est une ville où j'ai passé ma jeunesse en tant qu'élu. Ma jeunesse, pas mon enfance, mais ma jeunesse. Et ce n'est pas une envie personnelle, en fait. Je n'ai jamais eu l'idée qu'est-ce que j'ai envie d'être maire, ou qu'est-ce que j'ai envie d'être élu. C'est pas une envie personnelle de me présenter, mais une proposition, tout simplement, du maire qui m'a précédé, qui s'appelait Yann Joubert. Et j'avais répondu à Yann Joubert, je lui avais dit que j'étais à fond dans le boulot, j'étais à fond sur les projets, j'étais prêt à me donner à fond sur les dossiers, mais que je ne me voyais pas être la première dans cette ville. En fait, je ne me voyais pas être la tête dans cette ville. Et il m'avait répondu la chose suivante, et qui m'a convaincue finalement, parce que je trouvais ça plutôt intelligent de le dire comme ça. Il m'avait répondu exactement à la chose suivante. C'est bien parce que tu ne veux pas être l'être
j'ai bien écrit ce qu'il m'avait répondu, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. C'est bien parce que tu ne veux pas l'être que tu es la meilleure personne pour le devenir. C'est pas mal comme phrase. On peut applaudir, je dirais d'ailleurs à Yann Joubert qui a été applaudi. Et je m'avais convaincu, mais je lui avais quand même dit, tu sais Yann, depuis que je suis dans cette ville, on me dit, tu peux pas en devenir le maire. Hein, quand on m'avait vu grimper les échelons, on m'a dissuadé en me disant, mais non, tu peux pas devenir maire dans cette ville parce que tu n'y es pas né. Ah bon? Bon, ok. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à être élue. J'en ai 65 aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais cette année. Donc, les gens me disaient autour de moi, mais t'es pas né dans cette ville, tu comprends, c'est une petite ville, tout le monde se connaît depuis qu'ils sont à l'école, toi t'as pas été dans les écoles de cette ville. J'ai dit ça à Yann Joubert et lui m'a dit, mais moi non plus je suis pas de cette ville, Patricia. Moi non plus je ne suis pas de cette ville et j'en suis devenue maire, donc il n'y a pas de raison que tu n'en deviennes pas la maire. Bon. Enfin bref, voilà donc ce qui m'a amené à me présenter en 2008. Donc c'est une proposition du maire et pas une envie personnelle. Après, vous m'avez questionné sur quelles étaient mes premières aspirations avant de me tourner définitivement vers la politique. Je me suis tournée vers la politique en fait très jeune. Très, très jeune. J'avais 15 ans. Dès le collège, et ma révolte, j'ai toujours été révoltée contre les injustices. Toujours. Je les ai même depuis mon enfance, cette révolte. Je l'ai depuis mon enfance, dixit ma mère, qui disait, de toute façon, Patricia, c'est une révoltée permanente. Et donc, ça m'a naturellement mené à la politique, ces révoltes contre les injustices. Et puis, j'ai un caractère plutôt rebelle, hein, ça veut dire je ne me laisse pas faire, je suis rebelle. On a imprimé une formule pour la ville de Gentilly en disant que c'est une ville rebelle et fraternelle. Ça veut dire qu'on résiste, on ne se laisse pas faire, mais on est aussi des gens fraternels, des gens amicaux. On n'est pas des gens violents. Voilà. D'ailleurs, c'est dans le terme de la ville, gentil soyez, gentil serait. C'est la devise ancienne de Gentilly. Donc, si vous voulez, on n'est pas des gens violents. Alors après, vous me demandez quel est mon parcours et qu'est-ce qui m'a mené à la politique. Alors, je vais vous donner des éléments de mon parcours rapidement comme ça. J'ai fait des études de droit et d'administration économique et sociale. J'ai été choisie par le maire de l'époque, alors qu'il s'appelait, je peux dire qu'il s'appelait parce qu'elle n'est plus de ce monde, Carmen Leroux. J'ai été choisie par ce maire, que j'avais 23 ans, pour être son adjointe, en fait. Alors Carmen, c'était une femme au fort caractère, on va dire ça comme ça pour ceux qui l'ont connue. Et elle a été en fait un modèle pour moi, un modèle de femme politique qui ne se laisse pas faire. Et je suis restée 41 ans à la mairie de Gentilly jusqu'à en devenir le maire en 2008. Donc je ne suis pas maire depuis 41 ans, mais je suis maire depuis 16 ans. Maire depuis 16 ans, depuis 2008. J'ai eu plusieurs délégations comme adjointe au maire Yann Joubert et Carmen Leroux, plusieurs délégations, la jeunesse, l'enfance, l'école, l'urbanisme, l'économie. J'ai occupé différentes responsabilités liées à mes délégations. J'ai été présidente de VVL, qui est une association vacances, voyages, loisirs, qui s'occupe des vacances des enfants. Donc j'ai été présidente de VVL. J'ai été aussi présidente
de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre, qui est Gentilly et les 6 villes autour, Arcueil, Cachan, qui constituait une agglomération de villes, qui avaient décidé de travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est plus des agglomérations, ça s'appelle le territoire qui s'appelle Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est composé de 24 communes, et une autre institution qui s'appelle la Métropole du Grand Paris, qui est constituée des 102 villes autour de Paris, avec Paris. Et c'est des institutions qui aujourd'hui ont des compétences, comme disait Jonathan, qui prennent des décisions pour les communes, mais des fois à la place des communes et pas forcément les bonnes décisions. Bon, enfin bref, passons là-dessus. Donc c'est les évolutions. Donc j'ai occupé tous ces postes-là. Alors après, vous m'avez demandé comment est née l'envie d'être maire. Alors je vous ai déjà répondu que c'était pas une envie personnelle. D'ailleurs, quand Carmen Leroux, moi je me rappelle, j'avais 23 ans, Carmen Leroux me convoque dans son bureau. Moi je m'occupais du service économique à la ville de Gentilly, j'étais agente communale. Elle m'avait convoqué dans son bureau et elle m'avait dit, Patricia, tu souhaiterais pas, enfin t'aimerais pas aux prochaines élections être mon adjointe? Je savais même pas en quoi ça consistait en fait. Je l'ai regardé, je lui ai dit je veux bien Carmen, mais je sais pas en quoi ça consiste. Bon, mais je ferai mon possible pour être la meilleure. Donc ça n'a pas été une envie personnelle, mais plutôt l'aboutissement naturel d'un parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivée à la ville de Gentilly, je ne suis pas issue de la ville de Gentilly. Je suis née à Oran en Algérie et ensuite j'ai vécu à La Île-et-Rose. Donc, si vous voulez, c'est plus l'aboutissement d'un parcours. Je suis arrivée jeune dans la ville, je faisais déjà de la politique, on m'a choisie pour être adjointe, j'ai fait mon parcours, et puis au bout de ce parcours, il s'est posé la proposition que je pouvais devenir la maire de cette ville. Voilà, grosso modo. Alors, voilà donc pour... je pense que j'ai fait les 4 questions. Je pense, oui. Merci beaucoup de vos réponses très pertinentes. Il est temps d'aborder un autre thème, une autre thématique. Lorsqu'on est au pouvoir, il y a une flamme qui s'installe, l'envie d'y être. Une envie dont on a découvert qu'elle se fait de manière progressive au fil des situations. Il peut y avoir aussi une usure, c'est la deuxième thématique, et on va poser donc les questions aussi d'affilée. Donc il y a un binôme de Sokna et Corentin qui voulait poser la première question. Vous nous avez dit que ça fait plus de 40 ans que vous êtes, que vous travaillez élu. Pardon, élu. On aimerait bien savoir comment vous faites pour maintenir la flamme au fil des années du coup. Et qu'est-ce qui vous a motivé aussi à démissionner? Alors, bonjour à tous, bonjour Madame Torgman. Petite question, du coup, qui suit celle de ma collègue juste avant. Y a-t-il eu un choc ou un excès de trop-plein vis-à-vis de vos tâches quotidiennes ou autres à la suite de ça? Bonjour. Vu la difficulté de la position de maire, qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant chacun de vos mandats? Bonjour. Alors moi, j'avais plusieurs questions. La première était, l'avez-vous prévu à l'avance, la retraite? Si oui, comment l'envisagez-vous? Et deuxième question, du fait de votre popularité auprès de la ville et des citoyens, après avoir été élu plusieurs fois, n'y a-t-il pas une difficulté pour votre successeur de prendre la main? Et si oui, comptez-vous lui laisser la place? Comment comptez-vous lui laisser la place? Je continue à penser que ce sont des questions extrêmement pertinentes. Alors, comment maintenir la flamme au fil des années? Je dirais presque de la même façon et pour les mêmes raisons qui font que la flamme s'est allumée, c'est-à-dire le rejet des injustices, l'envie de défendre les gens modestes, les gens modestes, les gens qui ont moins de moyens que les autres,
mais qui ont de l'intelligence quand même. Hein. C'est pas, les gens modestes ne sont pas des gens bêtes. Je dirais même qu'ils ont une certaine intelligence sociale. Hein. Donc n'y voyez aucun mépris. J'ai plutôt tendance à mettre au-dessus du panier les gens qu'on met en dessous, en fait. C'est un peu la même chose que mon rejet des injustices. Je suis contre les injustices sociales, donc j'ai plutôt tendance à mettre en avant les gens qui sont moins aidés par la société à tout point de vue. Alors, je dirais que défendre les gens modestes, c'est un peu... et puis leur permettre d'accéder à une vie meilleure, surtout. Hein, ça fait partie de mes convictions et c'est un peu ce qu'on appelle un leitmotiv. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à démissionner? Alors là, je vais vous donner un peu le parcours plutôt plus personnel que public, ma vie personnelle plutôt que ma vie publique. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette différence. En fait, c'est moi et ma famille qui ont été motivés à ce que je démissionne. Pourquoi? J'ai élevé ma fille alors que j'étais déjà adjointe à la mère de l'époque. Elle a aujourd'hui grandi, elle a 38 ans. Ma présence et ma disponibilité, quand elle était enfant, lui ont plutôt manqué, réellement manqué. Alors aujourd'hui, elle a 2 enfants, donc j'ai 2 petits-enfants, et je me suis dit que... Et elle vit dans le sud de la France, en plus, qui n'est pas facile pour les voir grandir. Et je me suis dit que j'ai fait défaut quelque part à ma fille, quand elle était petite, d'être moins présente et moins disponible. Et j'ai pas envie de faire défaut à mes petits-enfants. Je veux être une bonne grand-mère. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est moi et ma fille et ma famille qui m'a amené à démissionner. En fait. Merci. Alors, est-il facile de passer le flambeau? Je dirais, quand ça se passe aussi bien que ça s'est passé, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est un vrai bonheur. Je peux vous garantir que c'est un vrai bonheur. Vous auriez été avec moi ce matin sur le marché. Je suis allé sur le marché, de chez moi à pied sur le marché, j'en suis revenu. Je n'ai pas croisé une seule personne qui ne m'a pas dit bonjour, qui ne m'a pas demandé comment j'allais et comment ma retraite se passait. C'est pour vous dire que les gens à Gentilly me connaissent tous, les grands comme les petits gamins que je croise qui me disent « Ah, c'est la mère, ah, c'est la mère !» Bon. Mais ils sont extrêmement prévenants. Ils me demandent comment ça va. Ils me disent tous vous avez bien fait de vous préserver, vous avez bien fait, ça va vous reposer. Est-ce que vous arrivez à vous reposer? Ils sont vraiment magnifiques. Et ça c'est une vraie reconnaissance. Le sentiment aussi du travail accompli, en quelque sorte. Je n'ai pas l'habitude d'être flagorneuse avec moi-même et de me mettre au-dessus du panier, mais je dirais que le sentiment du travail accompli, tout simplement. Et puis cette reconnaissance de la population. Et puis pour une 4e raison, je dirais que l'histoire continue maintenant. L'histoire ne s'est pas arrêtée parce que je ne suis plus mère. L'histoire continue. Alors, ça va très bien avec votre autre question. Y a-t-il un choc après un excès ou un trop-plein?
C'est sûr que quand tu es je me permets de vous tutoyer, mais quand tu es 24 heures sur 24 pour les gens, quand je dis 24 heures sur 24, je n'en rajoute pas. Je n'en rajoute pas. Depuis 41 ans, je vous expliquerai après qu'en termes d'hygiène de vie, il faut bien dormir et éteindre son portable quand on s'endort. Je n'ai jamais éteint mon portable en m'endormant. C'est-à-dire que je suis toujours resté éveillé, en quelque sorte, face au moindre problème. Donc quand tu as une vie où du matin jusqu'au soir, en passant par la nuit, est rythmée par le fait que j'étais adjointe et après maire de la ville, évidemment que c'est un choc, mais je le vois autrement qu'un choc, en fait. Je le vois comme un virage à 180 degrés. Un virage à 180 degrés. Il faut bien le prendre, mais il faut bien le prendre, le virage à 180 degrés, je dirais, mais c'est plutôt de la plénitude qu'un gros vide après le trop-plein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est plutôt de la plénitude. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été jusqu'au bout, je l'ai fait avec plutôt, on va dire, je ne veux pas me faire de compliments, mais plutôt j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mal? Est-ce qu'il y avait du bien? Est-ce qu'il y avait du mal? Je dirais que les prochaines élections, le nouveau maire sera un peu devant la même situation. Donc voilà, c'est plutôt de la plénitude. Alors après, je ne sais pas si vous m'aviez posé la question, vu la difficulté de la position numérique. Ça a été posé cette question? Et qu'est-ce qui vous a fait tenir? Ah oui, qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant chacun de vos mandats? Alors c'est clair que les maires, je les ai toujours appelés les premiers de cordée. Les premiers de cordée, c'est une référence en fait à l'escalade. Quand on fait de l'escalade, en fait ça fait partie de mon histoire, l'escalade, vous allez comprendre pourquoi. Quand on grimpe une falaise, les premiers de cordée sont ceux qui sont au début de la corde, qui assurent toute la cordée. On peut être au début d'une corde où on assure 5-6 personnes. Ça veut dire que les premiers de cordée sont ceux qui tiennent toute la cordée, sauf que vous êtes premier de cordée en escalade, vous tombez, toute la cordée tombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pourquoi la référence à l'escalade fait partie de mon histoire? Je vous le dirai plus tard, mais cette histoire, elle a duré 7 mandats. 7 mandats, chaque mandat dure 6 ans. Cette fois-ci, 42. Voilà. Donc, pour relever tous les défis auxquels j'ai été confrontée, tous les défis, et je vous répondrai après qu'il y a eu vraiment des défis difficiles à affronter, très difficiles, vous comprendrez pourquoi. Je me suis inspirée donc d'un célèbre grimpeur il s'appelle peut-être toujours, je pense qu'il est toujours en vie, Patrick Edlinger. Patrick Edlinger, il escaladait les hautes montagnes, les très hautes montagnes, mais sans s'encorder. Ça veut dire que sans harnais. Ça veut dire que la première chute est la bonne. Hein. Quand vous escaladez des falaises de près de 700-800 mètres, si vous tombez, il n'y a plus. Mais il escaladait en fait sans mettre un harnais. Et en fait, il le faisait, c'est assez particulier, vous pouvez retrouver son histoire sur les réseaux sociaux, Patrick Edlinger.
Il le faisait avec une plume d'oiseau entre les dents. Cette plume d'oiseau, en fait, c'était un porte-bonheur, et ça lui donnait un peu l'idée que s'il tombait, il était capable de voler. Et il n'est jamais tombé. Alors, moi, j'ai toujours pris cette référence de Patrick Edlinger. Quand j'ai, par exemple, ma première campagne électorale en tant que maire, pour devenir maire, j'étais bien obligée de me donner des motivations ou des assurances que j'étais capable de gagner. Vous voyez, parce que si jamais vous faites une première campagne électorale en tant que maire, ça fait près de 80 ans que cette ville est dirigée par des maires de couleur politique de gauche. Vous arrivez, une campagne électorale, vous vous présentez comme maire, vous perdez cette campagne électorale. Et c'est le candidat de droite, par exemple, qui le gagne à votre place. Vous imaginez ce que vous portez sur les épaules quand vous êtes une femme de conviction de gauche? Si vous imaginez ce que vous portez à cause de moi, on a perdu une ville. En gros, c'est comme ça que ça se... Donc, pendant ma campagne électorale, quand je me suis présentée comme maire, comme candidat maire, j'étais obligée de me donner des stimulants. Des stimulants, je ne vais pas prendre des stimulants chimiques, vous rigolez, mais ça se passe comme ça aussi dans les entreprises, même peut-être dans la politique, mais je n'ai pas pris d'expédients chimiques. Donc, il fallait que je me donne, en fait, en quelque sorte, une béquille mentale qui me disait « t'es capable de gagner, t'es capable de gagner ». Et pendant cette campagne électorale, je n'arrêtais pas de regarder une vidéo quand je rentrais chez moi, après avoir mené les tracts, etc. Je rentrais chez moi, je mettais une vidéo, et c'était l'exemple de Patrick Edlinger, et en quelque sorte, je me tenais là-dessus. Je me tenais là-dessus. Voilà. Et puis j'ai gagné. Et j'ai gagné avec un très bon score. Et donc, voilà. Alors après, dans vos questions, était-ce déjà prévu à l'avance? Alors là aussi, je vais vous donner des raisons de ma vie personnelle. Je n'ai rien à cacher. Alors, le Noël dernier, au mois de décembre de l'année dernière, ma fille avait décidé de m'offrir un voyage en Thaïlande avec mes petits-enfants pour fêter mes 65 ans. Je suis donc partie en Thaïlande, qui était un voyage franchement magnifique, 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 sur une île au bord de la mer. Alors vous vous imaginez, on est à Noël, il fait 35 degrés, c'est plutôt cool. On est à l'autre bout du monde, c'est plutôt cool. Personne ne me connaissait. Je vous dis ça parce que j'ai été faire des courses à la Vache Noire la semaine dernière. J'ai rencontré je ne sais pas combien de personnes. Ah, il y a la mère de Gentil qui est en train de faire ses courses. Ah, qu'est-ce qu'elle achète, Donc là, en Thaïlande, j'étais tranquille, personne ne me connaissait. Et alors, figurez-vous que quand je suis revenue, c'était très loin, donc j'avais pas d'informations au téléphone, hein, parce que ça coûte très cher, les communications téléphoniques à l'autre bout du monde, donc je n'avais pas d'informations de ce qui se passait ici. Et quand je suis rentrée, en fait, il s'était passé ce que j'appellerais 2 tsunamis. Vous voyez ce que c'est un tsunami ? C'est un phénomène climatique qui provoque beaucoup de remous.
Il s'était passé 2 tsunamis dans ma vie. Une grande amie à moi, qui s'appelait Rosa Baccaro, qui a été vraiment une véritable élue du peuple, une femme superbe, était décédée d'un cancer. Elle avait 56 ans. J'en ai 65. Et mon collègue maire du Kremlin-Bicêtre, Jean-Luc Laurent, a aussi été décédé aussi d'une crise cardiaque. Je rentre de ce fabuleux voyage, j'apprends que ces 2 personnes sont mortes. Et je me suis dit alors, malgré ma grande tristesse évidemment, je me suis dit vive la vie. Vive la vie. Quand tu es dans ta tombe, ça te fait de belles jambes qu'on marque dessus. Elle avait tout fait pour la ville et sa population. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, voilà ce qui m'a poussé, en fait, à démissionner. Merci. La partie suivante sur la protection et les décisions, parce que ça fait partie en fait de votre quotidien. En ce qui concerne la protection, donc il y avait une question à laquelle vous avez déjà répondu, les béquilles, mais peut-être quand même au quotidien. Et puis ensuite il y a la question numéro 13, peut-être toi ou Salia. Bonjour à tous. Bonjour Madame la maire. Madame la maire. Excusez-moi, j'ai toujours eu du mal. Alors, moi ma question est un peu spéciale parce que, avant tout, je tiens à le dire, je suis fan du sport, de manière générale les arts martiaux. Je l'ai pratiqué pendant plus de 5 ans, donc ça m'a permis d'avoir une certaine self-control sur beaucoup de choses. Et qui dit maire dit rencontre avec les habitants, très fréquent même, on peut dire ça. Et est-ce que parmi ces rencontres, vous avez eu peur de se faire agresser au point de prendre des cours de self-défense? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez le conseiller aux parents de gentils d'inscrire éventuellement leurs enfants à des cours de self-défense pour tout simplement se protéger d'une manière générale? Bonjour. Quelle est la décision qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Bonjour. Donc moi j'aimerais savoir si vous est déjà arrivé de regretter des décisions. Et du coup pour moi c'est est-ce que vous avez eu des moments de doute dans l'exercice du pouvoir? Alors bonjour, moi j'aurais 2 questions. C'est donc la première, quelle a été votre première communication de crise? Et la deuxième, est-ce que le fait d'être une femme vous a endurci peut-être avec le temps et dans quel domaine? Bien, bah écoutez, je vais vous répondre. Non, je n'ai pas pris de cours de self-défense, mais si comme je suis très attachée à l'éducation des enfants, sur votre question pour les enfants, est-ce que vous de les inscrire à des cours de... Je pense que je laisserai les parents décider. Je pense que c'est plutôt bien d'apprendre aux enfants à se défendre. C'est une bonne chose. Donc je n'ai pas... Vous savez, Gentilly est une ville amie des enfants. C'est un label qu'on a toujours chéri. Alors, j'ai pas pris de cours de self-défense, mais en fait, j'ai toujours affronté l'adversité avec mon caractère. Je dirais qu'il peut être aussi aiguisé qu'une lame tranchante. Je dirais un peu à l'image d'une main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'on se sent avoir la force de répondre, mais on ne le fait pas forcément de façon mauvaise ou méchante ou violente. Voilà. Alors, je n'ai jamais été agressée.
Je n'ai jamais été agressée, je ne m'en vante pas, mais je n'ai jamais été agressée. Et jamais eu peur de l'être. Et là, quand je vous dis ça, je ne joue pas la Fangio. Hein, je n'ai jamais eu peur de l'être. Je n'ai jamais pensé pouvoir l'être, agressée. Peut-être un tort. Je pense que c'est pour ça que je suis d'accord pour qu'on aide les enfants, on habitue les enfants à se défendre. Et ceci explique cela. C'est ma façon d'être. Je pense que c'est ma façon d'être qui empêche les agressions ou détourne les agresseurs potentiels. Un jour, je vais vous raconter, un jour, je rentre chez moi, j'étais en voiture, et un jeune qui voulait en découdre avec moi, mais je ne me rappelle plus pourquoi, pour quelle raison, m'a suivi jusqu'à chez moi. Il faisait nuit, c'était le soir, j'aurais pu avoir peur. Le fait que je l'ai vu dans mon rétroviseur me suivre jusqu'à chez moi, ça m'a tellement énervé que j'ai arrêté ma voiture. Arrivé à la porte de mon garage, j'ai freiné, j'ai arrêté et je suis descendu tout de suite. Bon, j'ai remarqué que ça lui faisait quelque chose de me voir descendre de la voiture et me mettre face à lui. Mais je lui ai tranquillement, mais fermement, expliqué que ma vie publique était à la mairie et que là, on était chez moi et que c'était devant chez moi et ma vie privée. Je lui ai dit d'une façon un peu ferme, ni insolente ni violente, mais un peu ferme. Il était en moto, il a tourné sa moto et il est parti. Et comme ça, j'ai été confrontée à plusieurs, pas souvent, hein, dans la ville, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Donc les jeunes se parlent entre eux sur mon tempérament et le fait que je suis prête à en découdre s'il faut en découdre, quoi. Et je pense que là, en fait, ça s'est dit. Je vais même vous avouer qu'une fois, on était sur le marché, je vais vous le dire, mais que ça ne soit pas ni filmé ni écrit, il y a un jeune qui s'en prend à moi, mais je sais encore une fois, je ne sais plus pourquoi, peu importe. Et j'avoue que j'étais un peu démunie d'être pris comme ça à partie, tout d'un coup, un matin, et je me suis marrée et je lui ai fait ça. Et alors, si vous voulez, je suis ni impolie ni insolente, donc j'avoue que j'ai plutôt réagi comme ça, sur le coup. Et alors, j'ai vu la réaction du jeune qui fait « Oh là là, la mère, elle fait un doigt d'honneur !» Je lui dis « Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, tu m'agresses, j'arrive sur le marché, tu m'agresses. » Et donc, il y a des petites histoires comme ça, à mon avis, ça a dû me faire ma publicité. Alors, quelle est la décision qui vous a le plus marqué dans votre carrière politique? Alors, je vais le répondre comme ça. En fait, c'est la décision d'accepter de me présenter à la candidature de maire, d'avoir réussi à le rester pendant 16 ans et d'avoir choisi comme adjoint et adjointe des gens que j'avais connus gamins. Tous les gens que j'ai choisis comme adjoints et adjointes sont des gens que j'ai connus petits. Le maire d'aujourd'hui, je l'ai connu, il était minot. Donc voilà, c'est pour moi la plus belle décision, hein, celle qui m'a le plus marqué dans ma carrière politique. Alors, vous avez des questions très pertinentes et très dialectiques,
Pour ceux qui font de la philo, vous savez ce que ça veut dire. Y en a-t-il une que vous regrettez? Alors je vous répondrai à cette question en disant cela, car je crois pas que j'ai à regretter en fait une seule décision. Je voudrais faire preuve de modestie, alors je m'explique. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est une phrase d'Oscar Wilde, un écrivain irlandais, qui voulait dire par là qu'il est préférable de se lancer et poser et d'oser, quitte ensuite à s'apercevoir que l'on s'est trompé ou que l'on n'aurait pas dû, au lieu de regretter toujours de ne pas l'avoir fait. Et pour compléter mon explication, j'utiliserai deux choses. Une phrase du célèbre philosophe antique Sénèque. Ce n'est pas parce que, cette phrase est la suivante, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Je le dirai à Sénèque, il n'est plus là. Mais bon, je lui dirai quand même que vous avez applaudi sur sa tombe. Et puis la deuxième chose, c'est tout simplement les Shadocks. Je ne sais pas si vous êtes jeune, vous ne connaissez peut-être pas les Shadocks. Les Shadocks, c'était des petits personnages d'animation qui ont été réalisés en 1968. Et les Shadocks disaient notamment, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a des chances que ça marche. Ça veut dire que l'échec fait partie du parcours qui mène à la réussite. Vous pouvez penser que je suis loin de la réponse à la question que vous m'avez posée, mais mes deux réponses sont un conseil de vie pour vous qui êtes jeunes et plein d'espoir pour l'avenir. Alors, est-ce que j'ai eu des moments de doute dans l'exercice du pouvoir? Je dirais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il vaut mieux en avoir des doutes que d'avoir que des certitudes. Mais en fait, les doutes, il faut toujours les garder pour soi, dans sa tête, et ne jamais le laisser apparaître, sinon vous déstabilisez totalement les équipes autour de vous. Pourquoi? Quand on est en haut de l'échelle, il n'y a personne au-dessus de vous. C'est-à-dire que vous êtes maire, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous épaule au-dessus de vous, mais vous n'avez personne au-dessus de vous. Vous prenez une décision, il n'y a que vous qui la prenez. Elle est bonne. On vous dit, oh, c'est une bonne décision. Elle est mauvaise. On vous dit, là, t'as... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, j'en viens à quelle aura été votre première communication de crise. Je vais vous en donner deux, en fait. Deux communication de crise, la plus douloureuse de communication de crise que j'ai pu avoir. Je vais vous dire, c'est un jeune qui était mêlé à un trafic de drogue, qui a été tué au milieu d'une cité de la ville. Il a fallu affronter la peur, affronter la colère de la population du quartier. Il a fallu affronter les journaux à scandale. Vous voyez les journaux à scandale? On marque un mort au milieu d'une cité, quand vous en avez tous les matins aux informations. Les transporteurs de fonds qui se sont fait flinguer à Évreux, là, je crois. Et puis, surtout, il faut prendre rapidement toutes les décisions pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Et la seconde communication de crise, qui est moins douloureuse, mais humainement compliquée, c'est qu'un matin, je me lève et on me prévient qu'il y a 300 migrants qui ont occupé un local commercial, un bâtiment comme celui-là, inoccupé par une entreprise, et qui l'ont occupé dans la ville. 300 migrants.
Je dis que c'est la plus compliquée. Pourquoi? Parce que 300 migrants que je respecte, 300 migrants dont je me suis préoccupée de leur sécurité, de leurs conditions d'existence, mais il fallait que je fasse en sorte qu'ils ne restent pas dans la ville. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas. Je suis maire d'une ville pour 19 000 habitants. Je ne peux pas arrêter ma fonction de maire pour m'occuper de 300 migrants, tout aussi, je dirais, tout aussi normal que je m'occupe de gens qui sont à la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça a été difficile. Vous savez, 300 migrants dans un quartier, les gens des quartiers qui m'interpellent en me disant qu'est-ce que vous faites madame la maire, il y a ceux qui m'interpellent pour dire qu'est-ce que vous faites pour eux, qu'est-ce que vous faites contre eux, qu'est-ce que vous faites... Voilà. Donc voilà mes deux communications écrites. On va aborder une thématique très particulière, propre à la défiance qui peut parfois s'installer vis-à-vis de la chose publique. C'est le thème de la sincérité. Alors, pour aborder ce thème, on a donc là aussi une série de 4 questions, Ouardia ou Daisy, pour la première de ces 4 questions. Du coup, là, on a 2 questions. Est-ce que la langue de bois est obligatoire quand on est au pouvoir? Pour quelles raisons? Et est-ce qu'on peut être sincère quand on exerce le pouvoir? Bonjour, ma question c'est est-ce que le pouvoir est dangereux et est-ce qu'on perd ses convictions? Avez-vous, durant vos mandats de maire, privilégié une partie de votre électorat? Alors ma question c'est, le pouvoir est-il difficile à assumer et devient-il une fin en soi au détriment parfois des vocations premières? Bonjour. Alors la prochaine question, ça viendra compléter celle de Lisa. Ça sera cela vous a-t-il forgé le caractère? Bonjour, alors moi la question c'était quel conseil donneriez-vous à une femme qui s'engagerait en politique aujourd'hui? Si on est issu de l'immigration, est-il plus difficile d'être élu maire? Alors sur la sincérité, est-ce que la langue de bois est obligatoire quand on est au pouvoir? Non, elle n'est absolument pas obligatoire et elle n'est jamais convaincante et surtout très chiante. En fait. Donc il faut parler simplement, sincèrement et avec intelligence. La langue de bois, en fait, fait partie de ce qu'on appelle la politique politicienne, qui éloigne les décideurs des citoyens et citoyennes. C'est un mal pour la politique et un vilain défaut pour les hommes au pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut être sincère quand on exerce le pouvoir? Il faut l'être, il faut être sincère. Les citoyens sentent votre sincérité, vous ne pouvez pas mentir de ce point de vue-là. Et dans tous vos actes, ils s'en rendent compte concrètement. Donc quand les choses sont difficiles à mettre en œuvre, il faut tout simplement expliquer aux citoyens pourquoi. C'est important de miser sur ce que j'appelle l'intelligence collective, l'intelligence des citoyens. Voilà, c'est tout. Est-ce que le pouvoir est dangereux? Est-ce qu'on perd ses convictions? On ne perd jamais ses convictions, sinon c'en est pas, les convictions. Et le pouvoir peut être dangereux selon comment on le conçoit et comment on en use. Hein, il y a une formule qui dit qui use du pouvoir en abuse toujours un jour. Ça dépend, si vous le considérez comme vous appartenant, oui, à mon avis, dangereux. Si on dit le pouvoir c'est moi, c'est parce que je suis une personne avec plein de qualités, c'est moi, je suis la plus forte, etc. Oui, à mon avis, on peut. Ça peut être dangereux. Si vous le concevez comme tout simplement vous ayant été donné par la population, non, c'est pas dangereux. Vous avez été élu par la population. Donc, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, voilà. Alors, avez-vous eu, durant vos mandats de maire, privilégié une partie de votre électorat? Oui,
j'ai toujours privilégié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la population modeste. Pourquoi? Et celle qui se met le moins en avant dans les décisions. Il faut toujours, parce que tout simplement, il faut toujours donner de la voix aux sans-voix. Et j'ai toujours conçu mon rôle comme ça. Il faut aller chercher celles et ceux qui sont toujours derrière ou en bas de l'échelle sociale. Voilà. Alors, le pouvoir est-il difficile à assumer? Devient-il une fin en soi au détriment parfois des vocations premières? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une formule qui dit qui exerce le pouvoir finit toujours par en abuser, mais il faut s'entourer de ce que j'appellerais des garde-fous qui vous alertent quand vous dépassez les lignes rouges. Un jour avant mon élection, je vais vous donner un petit exemple assez drôle. Il y a une femme qui m'a posé la question suivante. Elle m'a dit Patricia, mais quand tu deviendras mère, j'espère que tu resteras comme t'es, dans la proximité avec les gens, et que tu ne prendras pas la grosse tête. Et je lui ai répondu, si je prends la grosse tête, il faudra faire comme pour Marie-Antoinette, il faudra me la couper. Alors, est-ce que j'ai l'impression, en tant que femme, d'avoir fourni plus d'efforts par rapport aux hommes? Oui, parce que tout simplement, là je le dis avec beaucoup de sérieux, en fait on vit dans une société que j'appellerais patriarcale, où le père est toujours chef de famille. Vous remarquez, ils ont changé maintenant, il y a des choses qui évoluent quand même, ils ont changé les feuilles d'inscription dans les écoles, mais moi, de mon époque, les feuilles d'inscription, c'était nom du chef de famille. Et c'était jamais nom du père ou de la mère, mais nom du chef de famille. Donc, si vous voulez, il faut toujours plus faire la démonstration de ses compétences et de ses connaissances. J'ai souvent assisté à des réunions de décideurs, à la préfecture, au ministère. Il pouvait y avoir 20 personnes autour de la table. J'étais en face de 19 hommes et j'étais la seule femme. Donc, si vous voulez, ça explique la réponse à la question suivante. C'est pour ça que je dis que vous avez des questions qui sont très, très dialectiques et très recherchées. Le fait d'être une femme, vous aurait-il endurci avec le temps? Je dirais que oui, bien sûr. Parce que quand on est une femme, on ne joue pas des muscles, à part les femmes athlètes. Mais en fait, on joue de la tête et du cœur. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les femmes sont celles qui changeront la politique. Donc c'est important qu'il y ait au moins autant de femmes que d'hommes dans les places de pouvoir, et pourquoi pas plus. Vous savez, on a gagné la parité. Dans les élections municipales, il faut avoir autant de femmes que d'hommes élus dans les listes électorales, élus sur les candidatures. J'ai toujours dit, quand c'est une femme qui est à la tête, en fait, on est une femme de plus que les hommes. C'est bien. C'est plutôt bien. Donc on rattrape des siècles et des siècles de discrimination. Alors, est-ce que j'ai fait face à des situations de misogynie et cela vous a-t-il forgé le caractère? Bon, je dirais que c'est comme pour les agressions. Je pense que mon caractère est une armure qui me protège naturellement ou qui éloigne les agresseurs potentiels.
Comme les misogynes, c'est pareil, même s'il ne faut jamais dire jamais. Mais bon, je n'ai jamais eu de remarques misogynes. Je peux en avoir une demain matin, maintenant que je ne suis plus mère. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut jamais dire jamais. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui s'engagera en politique aujourd'hui? Je lui dirais, reste indépendante, sincère, directe, proche du peuple et ne courbe jamais les chines. J'en prends pour quelque part témoin Simone de Beauvoir, qui a écrit un très beau livre intitulé Le deuxième sexe, où elle dit la chose suivante, et je vous conseille de méditer là-dessus. Elle dit, Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, du verbe naître, on le devient. Parce que être femme n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Ça ferait un beau thème de dissertation. Parce qu'en fait, la volonté des hommes de prendre le pouvoir, ça remonte à la nuit des temps. Au XVIe siècle, les persécutions contre les sorcières, c'était pas une légende, mais la volonté des hommes, la volonté masculine, d'interdire aux femmes d'exercer la médecine. Et donc, comme les hommes ne voulaient pas voir de femmes exercer la médecine, parce que la médecine était un métier beaucoup trop élevé pour le donner à une femme, et que les hommes voulaient garder ce pouvoir d'exercer la médecine, il fallait discréditer les femmes qui en faisaient. Pourquoi les femmes n'ont le droit de vote que depuis 80 ans, à peine 80 ans? Parce qu'on ne voulait pas que les femmes votent avant. Tout simplement parce que les hommes voulaient garder le pouvoir. On ne voulait pas que les femmes votent, on ne voulait pas que les femmes se présentent comme candidate maire, candidate présidente, candidate députée. Aujourd'hui, c'est possible. Et par le passé, ça n'était pas. Vous voyez ? Alors, quand on est issu d'immigration, est-il plus difficile d'être mère ? Moi, j'ai toujours pensé la chose suivante, c'est qu'une personne d'origine immigrée devait faire face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes qu'une femme au pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Les guerres contre les puissances étrangères. D'abord, les guerres, c'est toujours les hommes qui les ont fait. Moi, j'ai jamais vu de femmes guerrières. J'ai jamais vu de femmes partir à la guerre. Et puis, les guerres, ça a toujours été pour conquérir des territoires, pour conquérir des places économiques et des marchés financiers. Tout est une question de puissance, de pouvoir et de richesse. Vous voyez ? Et quand un gâteau, je prends toujours cette image du gâteau, moins il y a de parts à partager, et plus les parts sont grosses pour quelques-uns. Voilà. Alors, avec du recul en tant que femme, avait eu une tendance, même inconsciente, de privilégier la mise en poste de plus de femmes que d'hommes. Je dirais oui, et même en pleine conscience, pas inconsciente, en pleine conscience. Car même s'il y a des avancées avec la parité et la place des femmes, je dirais que chasser le naturel, il revient au galop. Quand on a, en France, dans ce pays, en 2024, 321 000 femmes qui sont victimes de violences de la part
du mari ou du concubin, et je ne vous dis pas le nombre de femmes qui sont victimes jusqu'à la mort de cette violence, on peut considérer que même s'il y a des progressions, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage. Voilà. On arrive donc aux deux dernières thématiques. La vie équilibre. Donc la thématique. Alors, peut-on avoir une vie privée avec ce genre de poste? Je dirais, il vaut mieux avoir une vie privée. Et la préserver ou la protéger. Ça participe de l'équilibre personnel. C'est essentiel pour avoir une fonction difficile et une fonction publique, en fait. C'est essentiel d'avoir une vie privée pour aider à la vie publique. Alors la charge mentale, le stress, la pression, bien sûr qu'il faut trouver des sas de décompression en fait. Et dans ces sas de décompression, il n'y a rien d'autre que des choses très naturelles, faire du sport. C'est un peu comme les athlètes finalement. Faire du sport, avoir un mental d'acier, et puis la vie privée, ça permet de souffler en fait. La vie privée permet de souffler. Même si vous y consacrez pas beaucoup de temps, pas assez de temps, à votre famille, à vos enfants, ça aide à la vie publique. Ça l'équilibre en fait. Alors, comment je gère les interpellations à l'extérieur? Il faut se dire simplement et modestement, quand on choisit cette fonction, il faut l'assumer et toujours se dire en fait qu'il n'y a pas de secret, on est simplement utile aux gens. On n'est pas... On n'est pas une personne exceptionnelle, on est tout simplement utile aux gens. Et non, il ne faut pas se regarder le nombril et penser qu'on est la meilleure, sinon il faut faire autre chose. Personne n'est obligé de prendre le pouvoir. Et une fois qu'on l'a, il faut l'assumer. Il faut reconnaître non les avantages, mais les bons côtés. Quand j'étais jeune élue, je me rappellerai toujours cet entretien que j'ai eu avec un jeune homme me disant que j'avais de la chance. Je le recevais, j'étais élue à la jeunesse, je reçois un jeune homme, il me dit « Mais vous avez de la chance, madame ». Je le regarde, je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai de la chance ?» Et il me dit la chose suivante, il me dit « Quand vous êtes dans la rue, madame, on vous reconnaît, vous existez. Moi, je suis transparent. » C'était un jeune au chômage, et je peux vous dire que je me rappelle de sa réponse. Tant d'années après, je m'en rappelle encore. Et ça m'avait tellement émue que je ne me suis jamais plaint de ce que je faisais. Je me suis toujours dit, tu as voulu le faire, tu l'assumes, maintenant tu l'assumes. Voilà. Alors, vous me demandez comment j'assume, comment je gère les demandes indécentes des habitants. Alors, ce que j'ai compris, vous me confirmez si je l'ai bien compris, vous me dites que les demandes indécentes sont les demandes liées à ma vie privée, c'est ça? C'est ça, ok. Alors moi j'ai toujours aidé les gens. Comme je vous disais l'exemple tout à l'heure du jeune qui m'a suivi jusqu'à devant chez moi, j'ai toujours misé sur l'intelligence des gens de faire la différence entre la vie publique et la vie privée, tout simplement.
Donc, si j'ai des questions sur ma vie privée, je réponds pas de façon violente, je leur dis pas, je les engueule pas, mais je leur dis tranquillement, je les aide à faire la différence entre la vie publique et la vie privée. Bon, à part les sales journalistes qui... Un jour, vous allez rigoler, un jour j'ai eu un fake news, il y a eu un fake news qui me faisait passer pour la dealer du quartier. Donc, mes adjoints m'appellent en me disant attention Patricia, il y a un fake news qui circule en disant que c'est toi qui fais du trafic de drogue. Donc je rigole, quand on m'a dit ça, je rigole. Puis mon adjoint me dit ne rigole pas parce que je vais dire ça va circuler dans la ville à vitesse grand V. Hein. Ben, je lui dis écoute, je vais aller sur le marché, comme ça je leur montre que je suis pas en prison, déjà, je suis libérée, et puis je vais m'expliquer. Et donc, si vous voulez, je commence à aller sur le marché. Et les gens avaient lu sur les réseaux sociaux que j'avais été... Mais c'était n'importe quoi en plus. Ils disaient que la police m'avait poursuivi jusqu'à chez moi. Et que pour les éviter, j'avais sauté de mon balcon. Sauf que j'habite au 4e étage. Donc, si vous voulez, si j'avais sauté de mon balcon du 4e étage, je n'aurais pas été en super forme. Donc j'ai été sur le marché pour montrer que j'étais toujours en vie, que je n'avais pas sauté de mon balcon, pour les gens qui savaient que j'habitais au 4e étage, et puis je leur ai... Donc voilà. Donc, si vous voulez, c'est qu'à ces moments que j'ai pu détester le mélange entre la vie publique et la vie privée. Alors, est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie particulière? Oui, il faut avoir une hygiène de vie d'une athlète. Je donnais tout à l'heure l'exemple des athlètes, enfin, pour faire du sport d'un haut niveau, pour mener une vie publique d'un haut niveau, il faut avoir une forme physique et mentale et bien dormir. Et bien dormir surtout. Important de bien dormir. Et quel conseil je donnerais à un jeune? S'engager, déjà, s'engager dans la vie publique et rester rebelle. Avoir confiance en soi et se dire, et je vous le dis, vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir. Et donc, il faut avoir confiance en vous et avancer sereinement, prudemment, mais avec conviction, force et humanité. Alors, il y avait quand même, excusez-moi, 2-3 questions auxquelles je n'avais pas répondu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres sur le management, peut-être? Vous voulez qu'on passe au management? Ouais, on passe au management. Là, on vient d'aborder donc tout le gros chapitre sur le rapport au pouvoir. Comment on y arrive, comment on garde la flamme, comment on se protège, comment on prend des décisions, comment on se préserve. Et maintenant, on va parler de management, parce qu'un maire, c'est aussi un manager. Donc, il y a une série de questions sur le management. Pardon, juste pour compléter sur le management, il y avait des questions qu'on n'a pas forcément mises, parce qu'on a fait beaucoup de tri. Notamment, la question, c'était pour... on appelle ça en entreprise des N+1 ou N+10 ou N-1. C'est comment on fait quand on croise son N-10 dans la rue qui va nous dire que le responsable en question fait du harcèlement, etc. Alors que donc le maire, je rappelle, c'est l'employeur, c'est la patronne. Donc comment on fait pour gérer, quand on est en haut de l'échelle, autant de gens qu'on peut croiser et qui sont en quelque sorte en première ligne, quoi. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je n'avais pas répondu à cette question et c'est extrêmement important. Je dirais tout simplement, comme je disais tout à l'heure pour les familles modestes, il faut beaucoup écouter, mais pas seulement écouter, il faut entendre les gens qui sont en dessous de soi, parce que c'est comme ça qu'on tient aussi. J'ai
J'ai toujours dit aux femmes de service, vous savez, les dames qui font le ménage dans les écoles, quand j'étais mère, j'ai toujours dit aux femmes de service, vous êtes notre base sociale. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes notre base sociale? On peut être en haut de l'échelle, mais vous, si vous vous écroulez, on s'écroule tous. C'est ça la base sociale. Et c'est extrêmement important pas d'être flatteur ou flatteuse, hein, de cirer les pompes aux gens qui sont en dessous de nous, mais de les écouter et de les entendre. C'est important. Et alors en termes de management, si vous voulez, j'ai presque une démarche, c'est quelle méthode j'utilise en quelque sorte. Je dirais que c'est un peu je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce que sont les pédagogies directives. Les pédagogies directives dans les écoles, c'est un peu l'idée que d'abord, on avance en cherchant, on avance, mais on continue d'avancer, mais on cherche, on évalue si ce qu'on fait est une bonne chose, donc c'est la recherche-action, on recherche et on agit avec le fruit des recherches, etc. etc. Et c'est un peu ma méthode de management, vous voyez, en sachant se protéger, parce qu'on est seul à prendre les décisions, on est au bout de la chaîne, et puis en assurant nos arrières. Oui, bonjour. Donc pour moi, ma question, ce sera comment s'organise une journée type dans la vie d'un maire? Avez-vous eu la possibilité de beaucoup déléguer au sein de vous? Du coup, je voulais savoir quel est votre style de management? Et pour finir, du coup, est-ce qu'on arrive à lâcher totalement le travail? Voilà, merci pour votre question. Merci beaucoup. Alors, comment s'organise la journée type d'un maire? Je dirais que tout est chronométré. Tout est chronométré. À part quand un souci dans la ville vient le perturber. Alors, si on s'imagine une journée type, je vais vous dire, le matin, réunion avec le premier adjoint, la directrice générale des services ou l'équipe municipale. On fait le point des problèmes qui se sont passés la veille ou la semaine précédente. On se donne des objectifs pour la semaine à venir. Le midi, on déjeune, toujours bien manger, bien dormir. L'après-midi, on a des rencontres dans les quartiers. Par exemple, je passe l'après-midi dans un quartier, le lendemain dans un autre quartier, ou la semaine d'après dans un autre quartier, de façon à rencontrer tout simplement les gens des quartiers, à être le maire qui est proche, qui n'est pas enfermé dans son bureau, dans sa tour d'ivoire, mais je suis le maire proche de la population, parce que c'est la population qui m'a élu. Et puis le soir, rendez-vous avec des administrés, des gens qui veulent prendre un rendez-vous pour me parler de leurs problèmes personnels, leurs demandes personnelles. Et puis réunion avec les partenaires, ou les réunions politiques. Une fois par mois, conseil municipal. Une fois par trimestre, conseil municipal des enfants. Alors ça, j'adore. J'adore, c'est les enfants de la ville qui ont élu leurs conseillers municipaux et donc qui s'organisent entre eux avec le conseil municipal, ils prennent des décisions, ils organisent des activités. Franchement, c'est génial. Les enfants ont une meilleure approche que les adultes d'ailleurs. Ils sont moins politiciens et moins chiants, surtout. Les adultes. Donc c'est très bien. Alors ensuite, avez-vous la possibilité de beaucoup déléguer? Je dirais que j'avais la possibilité, mais je ne l'ai pas suffisamment utilisée et je le regrette.
Il y a un proverbe qui dit « Quand on est seul, on va plus vite. Quand on est ensemble, on va plus loin. » Ça veut dire que quand je dis que j'ai pas suffisamment utilisé la possibilité de déléguer, c'est tout simplement c'est parce que ça va plus vite quand on le fait seul et qu'on avance seul. Mais bon, on va pas forcément très loin non plus, alors donc j'aurais dû le déléguer plus. Comment faites-vous face aux réclamations liées aux personnes qui sont placées plus bas dans les hiérarchies? Ça, je vous ai déjà répondu. Qu'il vaut mieux, il faut les écouter et entendre ce qu'elles ont à dire. Vous tenez sur elles, en fait. Il n'y a pas de... Et donc, mon style de management, je vous disais tout à l'heure, je crois beaucoup en la pédagogie directive, parce que c'est une direction intelligente, modérée et ouverte. Moi, j'ai toujours aimé miser sur l'intelligence collective. J'ai toujours eu cette expression d'intelligence collective, c'est-à-dire que vous êtes nombreux dans cette salle, vous avez une vraie intelligence collective. C'est visible dans les questions que vous m'avez posées, qui sont extrêmement intelligentes, et je peux vous assurer que je vous passe pas de la pommade dans le dos. D'abord, j'ai plus rien à attendre des électeurs et électrices. Voilà. Donc, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à... Mais je vous le dis très sincèrement. Alors, est-ce qu'on arrive à lâcher totalement le travail? Quand on a eu une vie aussi active, il faut apprendre. Je vais vous dire, il faut apprendre à ne rien faire. C'est extrêmement important d'apprendre à ne rien faire. À ne pas se sentir utile aux gens, à arrêter de vouloir tout gérer et tout commander. Quand ma fille elle était petite, que je rentrais chez moi le soir, il y avait son père qui me disait quand tu es ici, arrête de te prendre pour la mère. Ça voulait dire que quand je rentrais chez moi, je continuais à tout commander. Ça lui plaisait pas. Et ma fille, elle a un peu grandi dans cet environnement-là, et donc quand elle était plus grande, elle m'a aussi dit, oh, toi, il y en a marre que tu te prennes pour la mère, il n'y a que toi qui décides partout. Voilà. Donc j'ai répondu. Alors, vous avez plus de questions? Non, c'est bon. Alors, je vais vous dire, j'ai envie de vous dire ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions, en fait. Ça s'est peut-être vu. Parce qu'elles sont très intelligentes et très proches de la réalité de ma vie. C'est magnifique. Merci. C'est à moi de vous applaudir. C'est à moi de vous applaudir. Si j'étais toujours mère, je ne le regrette pas de ne plus être mère, mais si j'étais toujours, je vais vous dire une chose, mais je vais peut-être en parler aux mères d'aujourd'hui, je proposerais qu'on vous remette à toutes et tous la médaille de citoyens et citoyennes d'honneur de la ville. Oh. À vous et à vos formateurs. Jonathan et son équipe. Je dis Jonathan parce que je l'ai connu petit, mais je pourrais dire Monsieur Quinsac. Ça, c'était secret. Voilà. Et franchement, c'était une merveilleuse journée pour moi. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci de vos réponses qui ont été inspirantes et éclairantes. Et je me permettrai, avant de laisser la parole à M. Quinsac, si je pense que la population ici sera aussi désireuse peut-être d'échanger avec vous, si vous avez des dossiers sur M. Quinsac que j'attends. Alors, bon, pour les dossiers, on repassera plus tard.
Moi aussi, je tenais à vous féliciter et remercier mon équipe qui a travaillé avec vous. Les questions étaient très pertinentes. Alors, on a dû faire du tri parce que les questions étaient très nombreuses. C'est des sujets qui vous ont inspiré, qui ont inspiré aussi. Alors, j'ai du mal, je dis encore Madame la maire, décidément. Voilà, donc je tenais à vous remercier évidemment Madame Torgman, l'équipe, et bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous. Juste reprendre une question que je n'ai pas abordée, où vous m'avez demandé qu'est-ce que vous faites maintenant que vous n'êtes plus maire dans votre vie de retraité. Je vais juste vous donner un exemple, une chose que je n'ai jamais fait, venir à une réunion publique ou en mairie avec un jean. Et donc, ce qui me plaît dans ma vie de retraité, c'est de mettre des jeans. Ça paraît bête, mais c'est comme ça.